Deux chiffres suffisent à tout bousculer. L'un des pays les plus pauvres du monde, capable pourtant de lancer 10 projets nationaux en 3 ans. Ce contraste net oblige à revoir les certitudes, car ce rythme contredit les récits figés et déplace le regard vers une dynamique inattendue. Pourquoi ce décalage intrigue-t-il autant les observateurs? Et que révèle-t-il vraiment du pari engagé sous Ibrahim Traoré? Une bascule semble s'esquisser, brève mais porteuse d'un horizon plus large. Ce récit naît d'une promesse implicite, démontrer qu'un pays longtemps considéré comme fragile peut, par la cohérence de ses choix, transformer chaque chantier en preuve mesurable plutôt qu'en annonce abstraite. Le bénéfice attendu tient en une formule simple: rendre durable ce qui semblait provisoire. Et c'est précisément ce déplacement qui redéfinit l'enjeu collectif. Car derrière chaque projet, un risque se dresse: reconstruire sans filet, rompre avec des dépendances anciennes et parier sur des ressources locales que beaucoup jugeaient insuffisantes. Pourtant, une tension productive émerge. Si ces chantiers tiennent, alors la trajectoire du pays pourrait s'affranchir du cycle des attentes déçues. Et c'est ici que se glisse le micro-hook. Chaque réussite ouvre la possibilité d'une autre, et cette chaîne vertueuse, une fois enclenchée, devient plus difficile à interrompre qu'à poursuivre. Reste une question centrale: combien de temps cette dynamique peut-elle se maintenir avant d'affronter des limites structurelles que nul ne pourra ignorer? Les premiers éléments visibles semblent modestes, mais un détail change tout. 10 projets nationaux ont émergé en seulement 3 ans, là où l'on ne percevait autrefois qu'un vide structurel. Ce rythme mesurable, appuyé par l'électrification de plus de 150 villages, sert aujourd'hui de révélateur, car il expose une mécanique d'action continue plutôt qu'une succession d'annonces. Pour comprendre cette dynamique, il faut revenir au point de départ. Un Burkina Faso cerné par une dépendance énergétique, hydraulique, agricole et financière qui affaiblissait chaque maillon de l'économie. L'énergie provenait largement de l'extérieur. Les infrastructures hydrauliques étaient vieillissantes, les récoltes perdaient en leur valeur, faute d'industries locales capables de les transformer, et les services essentiels survivaient sous perfusion de financements irréguliers. Cette accumulation de fragilité formait une chaîne où chaque faiblesse en entraînait une autre. C'est dans cet environnement que la logique portée par Ibrahim Traoré s'articule. Rompre le fil de la dépendance, non par un slogan, mais par un ordre de priorité. Produire localement, organiser les productions entre elles et transformer chaque acquisition en point d'appui pour la suivante. Ainsi, l'usine Red Gold Factory nourrit le corridor routier Bobo-Abidjan, la route accélère la distribution énergétique, l'énergie stabilise les hôpitaux, l'eau du barrage Ziga 2 sécurise les cultures et la Burkenbank canalise les flux financiers pour alimenter le cycle complet. Ce passage d'une addition de projets à un système cohérent constitue la vraie rupture. Les chantiers ne sont pas isolés, ils s'emboîtent comme une série de dominos inversés où la chute devient relèvement. Chaque ouvrage entraîne le suivant, créant une dynamique cumulative que beaucoup d'observateurs avaient sous-estimée. Le contexte actuel révèle donc moins un miracle qu'un protocole reproductible. Cause-effet, nouvelle cause. Et si cette cohérence tient dans la durée, elle pourrait redéfinir non seulement la fonction de l'État, mais aussi la manière dont le pays affirme sa souveraineté, non par un discours, mais par une mécanique vérifiable. Pour saisir la portée réelle des transformations, il faut quitter les tableaux stratégiques et observer ceux qui, au quotidien, en incarnent les premiers effets. 3 trajectoires, 3 scènes brèves forment un prisme éclairant qui révèle l'évolution avant même que les statistiques ne l'officialisent. La première voie, et c'est celle de ça, ma sœur, et celle de Mariam, ouvrière de la Red Gold Factory. Autrefois, ces récoltes finissaient sur le bas-côté des routes, condamnées à pourrir faute d'industrie locale. Aujourd'hui, elle appose sur des conserves made in Burkina Faso un geste qui n'est plus seulement productif. Il répare une valeur perdue, démontre que la transformation locale peut inverser des décennies de dépréciation agricole. Son quotidien devient ainsi une preuve silencieuse de la nouvelle articulation entre production et infrastructure. La deuxième trajectoire vient d'un instituteur rural dont le village a été électrifié par le projet Yellen. Dès que les lampes solaires locales ont été installées, les cours du soir ont repris. Pour lui, la lumière n'est pas un progrès technique. C'est une fenêtre rallongée sur l'avenir, un signe que l'isolement peut cesser d'être une fatalité.
Les élèves y gagnent du temps d'études, les familles retrouvent une stabilité qui semblait hors de portée. La troisième scène est celle d'un jeune ingénieur revenu du Ghana. Convaincu par la nouvelle cohérence entre énergie, eau et route, il voit désormais un terrain où ses compétences peuvent compter. Revenir n'est plus un renoncement, c'est une opportunité. Ces trajectoires convergent vers une même conclusion. Le changement existe lorsqu'il transforme les gestes ordinaires. Avant, les récoltes s'abîmaient sous le soleil, après, elles deviennent matière première. Avant, les routes constataient le vide industriel, après, elles structurent un corridor d'autonomie. Cette bascule ouvre la séquence centrale. Déclencheur, point culminant, onde de choc, pivot de la méthode, mise en mouvement sous Ibrahim Traoré. Le déclencheur tient d'abord à une humiliation devenue symbole. Des tonnes de tomates pourrissant au bord des routes, tandis que les mêmes produits, réimportés d'Europe, se vendaient à prix multipliés. Ce contraste brutal agit comme un électrochoc. Le pays découvre, dans une même image, sa dépendance, sa vulnérabilité et son potentiel inexploité. La réponse arrive sous forme d'un pari industriel direct. La Red Gold Factory, 8 millions de dollars, une chaîne de transformation locale dans un contexte où toute marge semblait absente. Décision sèche, sans détour, presque risquée, mais nécessaire. Produire au lieu de subir. Vient ensuite le point culminant. Produire cependant ne suffit pas, il faut faire circuler. Les voies existantes restaient héritées de circuits incapables de soutenir une économie autonome. D'où le lancement du projet routier Bobo-Abidjan, 120 millions de dollars mobilisés pour ouvrir une véritable artère. Ici, la logique se resserre, où le pays reste enclavé, où il se relie. L'infrastructure une fois posée, un troisième moteur s'active. La lumière. Le projet Yellen électrifie plus de 150 villages. 300 000 habitants. Les hôpitaux abandonnent les lampes de poche. Les cours du soir reviennent. La nuit cesse d'être un plafond. Les scènes quotidiennes se renversent. Une boutique ferme plus tard. Une école fonctionne en double horaire. Un dispensaire soigne sans interruption. L'onde de choc se déploie enfin lorsque qu'une quatrième pièce s'emboîte, l'eau. Le barrage Ziga 2 stocke plus de 40 millions de mètres cubes et alimente environ 600 000 personnes. Ce n'est plus seulement un équipement hydraulique, c'est une assurance de continuité. L'agriculture respire, la capitale se stabilise, les marchés cessent de dépendre d'aléas saisonniers. Enfin vient la finance. La Burken Bank ouvre 67 agences, accorde plus de 15 000 microcrédits, rapatrie plus de 60% des dépôts nationaux. Les flux cessent de fuir. L'argent revient, alimente les ateliers, renforce la production, soutient les retours d'ingénieurs. L'économie cesse d'être une passoire. Elle devient un réservoir. Une fois ces pièces en place, la dynamique déborde ses créateurs. Les projets cessent d'être des blocs isolés. La lumière appelle l'eau. L'eau soutient les cultures. Les cultures alimentent l'usine. L'usine justifie la route. La route accélère l'énergie. L'énergie stabilise les services publics. Puis ces services reforment les compétences qui réinvestissent la boucle. Le pays se met à fonctionner en chaîne ascendante. Une mécanique réapprise. Une interdépendance productive qui remplace la dépendance ancienne. Rien n'avance seul, tout s'entraîne. C'est cette cohérence, plus que la vitesse, qui marque la rupture. Un système où chaque victoire devient le point de départ d'un chapitre nouveau. Avant, moins de 15% des villages disposaient d'une électricité permanente. Aujourd'hui, le taux dépasse 48%, un bond qui montre comment un simple accès énergétique peut devenir un moteur structurel. Ce delta ne décrit pas seulement une progression technique, il redéfinit la capacité d'un territoire à fonctionner sans générateurs instables, sans interruptions imprévisibles, sans la fragilité chronique qui freinait la planification locale. Pour saisir la portée de cette transformation, il faut comprendre ce que représente l'énergie dans une économie émergente, le premier maillon qui conditionne tous les autres. Quand une école dispose d'éclairage fiable, elle retrouve ses cours du soir. Quand un dispensaire cesse de dépendre d'une lampe de poche, il reprend ses soins nocturnes. Quand une boutique ouvre jusqu'à 22h, elle crée les micro-revenus qui irriguent un village entier. L'électricité cesse alors d'être un service, elle devient une architecture de stabilité. Le deuxième pilier quantifiable se trouve dans l'eau. Le barrage Ziga 2 stocke plus de 40 millions de mètres cubes,
apport qui assure l'alimentation d'environ 600 000 personnes. Cette donnée, en apparence hydraulique, relève en réalité d'un basculement stratégique. L'eau stable signifie des cultures qui ne s'effondrent plus à chaque saison sèche, des marchés alimentaires qui cessent de dépendre d'importations coûteuses, et une capitale qui retrouve un degré de prévisibilité indispensable à toute économie urbaine. Une réserve de cette ampleur agit comme un amortisseur silencieux. Elle rend possible la réduction des pénuries récurrentes, stabilise les prix locaux et permet aux producteurs de planifier au lieu de survivre. Troisième mesure, la Birken Bank a ouvert 67 agences et attribué plus de 15 000 microcrédits, tout en rapatriant plus de 60% des dépôts nationaux. Ce chiffre, souvent lu comme un simple indicateur bancaire, décrit en réalité un renversement profond. L'argent ne s'évapore plus vers l'extérieur, il circule à l'intérieur du pays. Ce retour des flux modifie la structure même de l'économie. Lorsqu'un agriculteur accède à un microcrédit, il augmente sa production. Quand cette production progresse, elle nourrit l'usine. Quand l'usine fonctionne, elle justifie la route. Quand la route s'étend, elle renforce la distribution énergétique qui elle-même stabilise les services publics. La finance n'est plus périphérique. Elle devient la colonne vertébrale d'un cycle reproductible. Pris ensemble, ces trois blocs énergie, eau, finance forment une ossature mesurable, mais leur impact dépasse de loin l'addition des chiffres. Là où l'on pourrait voir trois domaines séparés apparaît une spirale ascendante. Plus d'électricité stimule la production locale, qui augmente la demande en transport, qui renforce la nécessité d'une énergie plus stable, qui elle-même attire ingénieurs et investissements, lesquels soutiennent l'expansion de l'agriculture que l'eau garantit. Les données deviennent alors un mouvement, non un tableau figé. Ainsi, la force de la méthode actuelle ne réside pas dans la grandeur brute des chiffres, mais dans leur capacité à produire des effets en chaîne. Le delta, et non la valeur initiale, devient le marqueur véritable d'une dynamique qui se consolide. Deux arguments solides soutiennent ceux qui défendent la trajectoire actuelle du Burkina Faso. Le premier repose sur la stabilité sociale retrouvée. Contrairement aux prédictions de chaos formulées par plusieurs observateurs, les campagnes continuent de produire, les écoles rouvrent et l'alimentation locale s'améliore grâce à l'alignement entre énergie, eau et infrastructure. Cette continuité, rare dans un contexte régional marqué par l'incertitude, constitue pour ses partisans l'un des signes les plus convaincants d'une cohérence interne en construction. Le second argument met en avant la capacité à inverser les flux économiques. Ce qui partait autrefois vers des banques étrangères revient désormais dans le circuit national. Plus de 60% des dépôts sont rapatriés, les microcrédits irriguent les zones rurales et les transferts internes dynamisant des segments longtemps considérés comme trop fragiles. Pour ceux qui soutiennent cette vision, cette reconcentration prouve qu'un modèle d'autonomie financière peut émerger sans capitaux massifs extérieurs, mais la thèse opposée possède elle aussi une base sérieuse. Certains analystes soulignent que cette reconquête interne s'accompagne d'un coût diplomatique élevé. L'aide extérieure a diminué de moitié, et plusieurs partenaires traditionnels considèrent cette orientation comme un isolement risqué. Ils rappellent aussi que l'autonomie ne protège pas des chocs externes. Fermeture de marché, fluctuations régionales, pression commerciale. Selon eux, ces facteurs pourraient fragiliser les acquis récents. Ils ajoutent que renforcer ses capacités internes ne supprime pas la vulnérabilité d'un pays exposé aux aléas climatiques, à l'instabilité frontalière et aux variations des prix mondiaux. Cependant, lorsque l'on confronte ces craintes aux données tangibles, une limite apparaît. Car si l'aide diminue, les recettes agricoles doublent, si certains partenaires hésitent, les infrastructures énergétiques, hydrauliques et routières stabilisent le quotidien. Et si les risques extérieurs demeurent, les capacités internes accumulées jouent désormais le rôle d'amortisseur, non de façade. La tension entre dépendance maîtrisée et souveraineté disciplinée ne se résout donc pas par un discours. Elle se lie dans la cohérence des effets observables, la bascule se joue ici. À ce moment charnière, un détail en apparence discret révèle la profondeur du mouvement. Dans les villages du Sahel, longtemps plongés dans une nuit immobile, les soirées sont désormais structurées par une lumière produite localement, installée par leurs propres techniciens. Ce renversement silencieux transforme la dynamique sociale sans discours, sans cérémonial, sans annonce spectaculaire.
car l'effet ne se limite pas à l'éclairage. Il modifie l'ordre des responsabilités. Là où l'on attendait autrefois l'intervention d'un bailleur extérieur, c'est désormais la communauté qui organise, répare, transmet. L'énergie ne descend plus d'un centre lointain, elle circule depuis ceux qui la vivent, la maîtrisent, l'entretiennent. C'est dans cette redistribution concrète des leviers que se lie la logique portée par Ibrahim Traoré. Inverser les réflexes avant d'inverser les chiffres, passer du « on nous apporte » au « nous produisons » et ancrer la souveraineté non dans un slogan, mais dans une habitude. Lorsque l'eau du Ziga 2 soutient les cultures, que la route Bobo-Abidjan fluidifie les échanges, que la Birkenbank finance les ateliers locaux, un fil conducteur apparaît. La souveraineté quitte la capitale pour s'installer dans les foyers. Le midpoint n'est donc pas un sommet, c'est un seuil. Les effets de la méthode portée par Ibrahim Traoré deviennent pleinement lisibles lorsqu'on observe leurs répercussions sur 4 cercles distincts: les ménages, les entreprises, les administrations locales et l'ensemble régional. Chacun réagit à sa manière, mais tous convergent vers une même direction, une capacité nouvelle à se projeter au-delà de la survie immédiate. Du côté des ménages, l'électrification de plus de 150 villages transforme le rythme du quotidien. Les soirées ne s'arrêtent plus avec la tombée de la nuit, les élèves étudient sans lampe à pétrole et les petits commerces prolongent leurs heures d'ouverture. L'accès régulier à l'eau, stabilisé par le barrage Ziga 2, réduit les maladies hydriques et allège la charge domestique des familles, notamment pour les femmes. Ce changement ne crée pas seulement du confort, il libère du temps, de l'énergie mentale et une marge d'initiative qui redéfinit le possible. Les foyers passent d'un mode réactif à une logique d'anticipation. Du côté des entreprises, le tissu économique local, autrefois fragmenté, bénéficie d'un environnement plus prévisible et d'une demande en expansion. La Red Gold Factory transforme désormais 12 000 tonnes de tomates par an, offrant un débouché stable à des milliers d'agriculteurs. Les 67 agences de la Birkenbank et ses 15 000 microcrédits soutiennent la création de petites unités productives, ateliers, coopératives, services intermédiaires. La baisse des coûts de transport liés au corridor Bobo-Abidjan renforce encore cette dynamique. Pour de nombreux entrepreneurs, l'incertitude n'a pas disparu, mais elle n'est plus paralysante. Du côté des administrations locales, longtemps dépendantes de fonds externes irréguliers, les communes retrouvent une marge d'action. L'énergie stabilise les dispensaires. L'eau garantit la continuité des marchés alimentaires. La finance locale facilite le financement des projets territoriaux. Les écoles rurales rouvrent en double horaire, tandis que les hôpitaux de brousse reprennent les soins nocturnes. Cette décentralisation fonctionnelle marque un tournant. L'État n'est plus le seul porteur de capacité. Les collectivités deviennent des relais efficaces, capables de soutenir une partie de leur propre développement. Du côté du voisinage régional, le redressement burkinabé agit comme un signal dans tout le Sahel. Mali, Niger, Guinée envoient des délégations, comparent leurs modèles, envisagent des corridors complémentaires. Les exportations de la Red Gold Factory vers 5 pays sahéliens amorcent une interconnexion économique fondée non sur les circuits hérités, mais sur l'efficacité perçue des résultats. Cette attractivité recompose discrètement les alliances régionales en privilégiant les partenariats opérationnels plutôt que les dépendances historiques. À travers ces 4 dynamiques, un constat se dégage. La méthode actuelle ne garantit pas l'absence de difficultés, mais elle rend les avancées reproductibles. Le pays passe d'une économie fragmentée à un système où chaque progrès, lumière, eau, route, finance, génère des améliorations concrètes pour des acteurs différents, tous liés par un même mouvement d'autonomisation. À l'horizon des prochains mois, 3 trajectoires distinctes se dessinent selon la stabilité sécuritaire, la capacité productive et la cohérence sociale. Elles ne prédisent pas l'avenir. Elles mesurent ce que le pays peut absorber, redistribuer ou transformer à partir des dynamiques déjà enclenchées. Dans un premier scénario, celui de la consolidation disciplinée, les 10 projets actuels poursuivent leur montée en puissance. L'énergie solaire se stabilise, le barrage Ziga 2 fonctionne à un régime régulier et la Birkenbank renforce sa digitalisation. La croissance se maintient autour de 5%, portée par la production locale et l'extension progressive des corridors commerciaux. Cette voie demande rigueur budgétaire, lutte contre la corruption et continuité administrative. C'est un scénario de solidité.
pas spectaculaire, mais cumulatif. Un deuxième scénario, celui de l'intégration souveraine, imagine que les pays voisins, Mali, Niger, Guinée, renforcent leur corridor conjoint, créant un bloc sahélien plus intégré. Les investissements locaux augmentent, la production agricole double dans certaines zones, et la pauvreté recule sous les 25%. Le Burkina Faso devient un pôle d'autodéveloppement régional, capable de structurer les échanges par l'offre plutôt que par la demande extérieure. Dans cette version, le moteur n'est pas seulement national, il est collectif. Si les partenaires suivent, l'élan s'amplifie. Un troisième scénario, celui des pressions extérieures, envisage que des marchés se ferment, que l'aide diminue davantage et que la croissance tombe vers 2%. Les pressions commerciales et les fluctuations régionales testent la résilience du modèle. Toutefois, les infrastructures d'énergie et d'eau protègent le pays d'un effondrement brutal. Les services essentiels continuent de fonctionner, l'agriculture reste alimentée, les communes conservent une base opérationnelle. Ce scénario n'abolit pas les avancées, il les ralentit. À travers ces trois trajectoires, une recommandation de pensée s'impose. Raisonner en termes de capacité d'absorption plutôt qu'en termes de fragilité structurelle. Ce n'est pas la vitesse de croissance qui détermine la solidité d'un modèle, mais sa capacité à transformer chaque choc en réorganisation plutôt qu'en recul. Tant que cette logique prévaut, le pays avance dans une direction lisible, même si l'intensité varie. Les transformations en cours ne prennent tout leur sens que lorsqu'on observe la manière dont elles traversent les vies ordinaires. Trois cercles humains, les familles, les jeunes actifs et la diaspora, ressentent différemment cette dynamique, mais chacun y trouve un motif d'attente nouvelle. Pour les familles, la lumière stable change d'abord le rapport au soir. Les enfants étudient à heure fixe, les commerces prolongent leur activité et les foyers respirent sans la contrainte des générateurs bruyants ou des coupures imprévisibles. L'eau plus régulière réduit les corvées, stabilise l'hygiène quotidienne et allège le coût mental de la survie. Dans cette atmosphère, un geste simple peut renforcer l'élan collectif. Partager une information fiable, encourager l'école du quartier, appuyer un atelier local. Ce sont des micro-soutiens qui amplifient les progrès visibles. Pour les jeunes actifs, l'effet le plus tangible est celui d'un horizon qui s'ouvre. Les chantiers énergétiques et hydrauliques créent de nouveaux métiers. Les microcrédits facilitent l'émergence de petites unités productives. Les ateliers et coopératives donnent une valeur concrète aux compétences locales. Rester n'apparaît plus comme un renoncement. Cela devient une possibilité d'avancer. Une initiative simple peut nourrir cette dynamique. Documenter un projet, partager une expérience professionnelle ou soutenir une formation technique locale. Pour la diaspora, ce mouvement agit comme un rappel silencieux. Les réussites locales modifient la perception du pays depuis l'étranger. Un terrain réorganisé, plus lisible, plus capable d'absorber un investissement ou un retour. Beaucoup observent sans encore franchir le pas, mais chaque amélioration visible renforce l'idée qu'un lien renouvelé est possible. Même un geste modeste, mentorat à distance, appui administratif, transfert de compétences, peut devenir un relais précieux. À travers ces trois cercles, une même ligne se dessine. La souveraineté devient un climat social avant de devenir un concept politique. Pour comprendre la logique opérationnelle qui sous-tend la méthode actuelle, il faut l'observer comme une procédure plutôt que comme un ensemble dispersé de décisions. La feuille de route défendue par Ibrahim Traoré s'articule autour de quelques étapes simples, lisibles et surtout duplicables par les communes, les régions et les acteurs locaux. La première consiste à prioriser les besoins vitaux, énergie, eau, santé, éducation, finances. Sans un ordre clair, aucune action ne dure. Cette hiérarchie sert de filtre stratégique, permettant d'éviter l'éparpillement et de concentrer les moyens sur les leviers qui renforcent tous les autres. La deuxième étape invite à former localement. Ingénieurs, techniciens, opérateurs. La durabilité dépend directement de leurs compétences. Chaque chantier est certes conçu comme une école pratique, où l'expérience se cumule au lieu d'être importée puis perdue. La compétence devient un actif national. La troisième vise à relier les projets entre eux. Une infrastructure n'a de valeur que si elle en soutient une autre. Une route doit servir la production agricole, l'énergie doit alimenter les hôpitaux, l'eau doit stabiliser les cultures. Cette interdépendance est le cœur de la méthode. Un projet isolé reste fragile, un projet connecté devient multiplicateur.
La quatrième insiste sur la nécessité de mesurer et corriger. Les bilans trimestriels imposés par Ibrahim Traoré ne sont pas un rituel administratif, ce sont des outils de confiance. Montrer, compter, ajuster, c'est ce qui transforme un discours en protocole. Le pilotage devient une discipline plutôt qu'une intention. Enfin, la cinquième étape consiste à étendre par l'exemple. Les réussites reproductibles servent de modèle aux communes voisines, puis aux pays sahéliens. Ce n'est pas une expansion conquérante, mais une contagion méthodique. Ce qui fonctionne localement peut fonctionner ailleurs à coût marginal. Ainsi, la souveraineté cesse d'être une proclamation. Elle devient une routine collective, un cadre d'action quotidien. Chaque soir, Mariam, l'ouvrière évoquée plus tôt, traverse un quartier désormais éclairé par les lampes installées grâce au projet Yelen. La boîte rouge qu'elle porte dans les mains n'est plus un simple produit industriel, c'est la trace concrète d'un geste qui, autrefois banal, devient aujourd'hui un acte de reconstruction silencieuse. Ce retour au quotidien fait résonner la logique défendue par Ibrahim Traoré. Avancer non pas grande proclamation, mais par une accumulation de gestes simples qui, mis bout à bout, changent la texture même d'un pays. Dans cette lumière nouvelle, la souveraineté cesse d'être un horizon lointain. Elle prend la forme d'une rue qui reste vivante après le crépuscule, d'un atelier qui ferme plus tard, d'un enfant qui étudie sans vaciller, d'un technicien local qui répare une installation sans attendre un intervenant venu d'ailleurs. C'est une souveraineté intime, presque domestique, qui se construit briquement plutôt que symboliquement. Et lorsque ces petites lumières se multiplient, une évidence apparaît. L'autonomie ne naît pas d'un instant fondateur, mais d'une continuité patiente, réapprise chaque jour. Le pays avance par transitions modestes qui, une fois assemblées, forment un paysage entièrement différent. La dignité se construit, pas ne s'attend. Dans un pays qui avance par petites lumières successives, chaque geste compte, même lorsqu'il semble minuscule. Une information transmise sans exagération, une initiative locale soutenue, un projet raconté avec précision. Ce sont souvent ces actes discrets qui consolident le terrain sur lequel repose l'effort collectif. La souveraineté, lorsqu'elle s'ancre dans la vie quotidienne, ressemble moins à un slogan qu'à une série de lanternes allumées les unes après les autres. Le récit que vous venez de suivre n'appartient à personne en particulier. Il s'étend à celles et ceux qui, par un mot, une action, un appui, prolongent ce mouvement silencieux. Rien n'oblige à de grands engagements. Parfois, encourager un atelier, valoriser un travail bien fait ou simplement rester attentif à ce qui se transforme suffit à nourrir la dynamique. Si vous souhaitez poursuivre cette trajectoire, approfondir une scène, questionner un choix ou explorer un angle encore laissé en suspens, l'espace est ouvert.